Ça a été violent, cette conscientisation de classe, ce regard des autres. C'est l'histoire de la vie. Pour prouver qu'on fait partie d'un groupe, il faut se montrer encore plus royaliste que le roi. On a eu Léna toutes les deux. On nous a dit, lors d'une soirée mi-ironique, mi-réaliste, qu'on serait toujours des middle class girls et pas des upper class girls. Bienvenue dans l'ascenseur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et j'anime le podcast Bienvenue dans l'ascenseur. Dans ce podcast, je reçois des femmes et des hommes qui ont pris l'ascenseur social, qui ont connu l'ascension sociale en France et ensemble, on refait le chemin, le trajet de leur parcours d'ascension sociale. Et on le refait du rez-de-chaussée jusqu'à, c'est ce que nous allons voir avec ma prochaine invitée, Marine Lannoy. Bonjour Marine. Bonjour Anne-Cécile. Donc Marine Lannoy, vous êtes de ces personnes qui ont pris l'ascenseur social en France et donc je vous propose qu'on refasse le trajet de cette ascension ensemble. Je vous propose de rentrer dans la cabine de cet ascenseur, de vous regarder dans le miroir et de me dire qui vous êtes. Alors, je vois une personne totalement différente de qui j'étais quand j'ai pris cet ascenseur. Mais je vois Marine Lannoy, du coup, moi-même, j'ai 29 ans aujourd'hui. Et je vois beaucoup de choses, beaucoup de chemins parcourus. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marine ? Alors, je suis administratrice de l'État au ministère de l'Économie et des Finances. Et je m'occupe plus précisément de la réglementation des marchés financiers. Donc, je suis ce qu'on appelle haute fonctionnaire dans le jargon. Alors, pas encore d'enfant. Je m'apprête à me marier dans un mois. Donc, je vis avec mon conjoint depuis plus de 10 ans. Et voilà, pas encore d'enfant. Je m'apprête à sauter encore plus loin dans l'ascenseur. On y reviendra peut-être à la fin. Mais je m'apprête à aller vivre pendant 3 ans à Washington et à travailler pour la Banque mondiale avec mon conjoint qui me suivra dans mes bagages. Bravo déjà. Alors Marine, si on continue avec la métaphore de l'ascenseur, votre rez-de-chaussée, c'est quoi ? Vous partez d'où ? Alors, je pars d'un petit village qui s'appelle Hoofkerk, dans le Pas-de-Calais, exactement entre Calais et Dunkerque. Voilà, un petit village de campagne, avec des parents aimants. Mon papa, qui était électricien, il a travaillé chez EDF, et ma mère qui était coiffeuse, puis famille d'accueil. Donc, j'ai grandi, on va dire, dans une famille très nombreuse, avec des enfants, ce qu'on appelle les enfants placés, qui étaient chez moi. Donc, gérer une enfance bouillonnante d'activités et d'entourage autour de moi et dans ce territoire qui est le Pas-de-Calais. Vous aviez des frères et sœurs autres que ces frères et sœurs de lait ? Oui, alors j'ai mon grand frère et ma grande sœur, on a beaucoup d'écart, 10 et 13 ans, mais qui eux-mêmes aussi ont grandi dans ce petit village à Hoofkerk. Alors, à l'école, quel genre d'élève étiez-vous et est-ce que vous aviez des rêves ? Est-ce que l'idée de vous élever dans la vie était déjà présente ? Alors, j'ai toujours été une très bonne élève, je vais pas mentir. Je fais partie de ce qu'on appelait les intellos. Et en rêve, je dirais mon premier rêve de petite fille, c'est devenir dompteuse de lions. Ah oui. Donc, ouais, c'est assez particulier, mais il a évolué après. Au collège et au lycée, j'avais envie de devenir avocate. C'était mon grand rêve d'avoir la robe d'avocate, de parler pour les autres et ce côté de défense peut-être d'autrui qui était quelque chose qui me tenait à cœur, que j'imaginais, parce que j'avais pas croisé d'avocat, mais en tout cas, c'était quelque chose que je voyais dans les films et qui m'intriguait énormément. Dans les séries aussi ? Beaucoup dans les séries. Si vous deviez retrouver le moment où l'ascenseur a commencé à bouger, à monter, qui a appuyé sur le bouton ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est vous ? Qui a appuyé sur le bouton ? Alors, je dirais le premier souvenir qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un professeur au lycée qui m'a parlé la première fois du gros mot qui était pour moi Sciences Po. Qui m'a dit mais ça peut être pour toi, réfléchis, pourquoi tu tenterais pas ? Et pour vous, pourquoi c'était un gros mot ? Parce que Sciences Po, c'est les présidents de la République, c'est pas moi, c'est pas Marine Lannoy qui vient d'Hoofkerk qui peut prétendre à Sciences Po. C'était quelque chose c'était pas difficile d'imaginer, c'était juste impossible d'imaginer. C'est-à-dire que ça ne rentrait pas dans le champ des possibles pour moi. Donc le fait que quelqu'un s'adresse individuellement à moi et me propose de m'y intéresser, ça a été l'ouverture des portes de l'ascenseur. On reprend le parcours, on a l'ascenseur qui monte et à un moment donné,
les portes s'ouvrent au premier étage. C'est quoi le premier étage pour vous? Je dirais le premier étage, c'est justement Sciences Po Lille exactement, toujours dans ma terre natale des Hauts-de-France. Après cette discussion avec ce professeur, j'ai eu la chance de pouvoir en parler à mes parents. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas fait d'études supérieures, n'ont pas le baccalauréat, mais ont toujours été ouverts. Donc j'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit viens, on prend la voiture, on va à Lille et on fait des portes ouvertes. Et on regarde ce que c'est Sciences Po, justement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce gros mot qui était commun pour toute la famille en termes de gros mots qui n'existaient pas. Et c'est tenter le concours et le réussir. C'est ça, vraiment, le premier étage. Pendant votre ascension dans la vie professionnelle, est-ce qu'il y a des gens qui jouent un rôle déterminant pour vous? Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez parlé de ce professeur, mais votre parcours, il s'est pas arrêté à l'entrée à Sciences Po. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé dans cette ascension professionnelle qui a suivi, en fait? Je dirais d'abord toujours mes alliés depuis le départ, c'est-à-dire ma famille, donc mes parents, même s'ils n'avaient pas forcément le bagage culturel et intellectuel, ils ont toujours eu le bagage, ce que j'appelle le bagage d'amour, pour m'accompagner et toujours me suivre un peu dans ce qu'on appelait mes folies, de tenter des concours, aller toujours plus loin. Mon conjoint, parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble, et il a toujours été là et m'a poussé à candidater, à aller plus loin que Sciences Po et à croire en moi. Et je dirais aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce qu'on rencontre énormément de personnes. Et les mains tendues, en réalité, il y en a beaucoup, il suffit de les prendre. Et j'ai rencontré des personnes inspirantes qui m'ont invitée et en tout cas inspirée à aller plus loin. Alors, après le premier étage, vous continuez à monter. Est-ce que vous avez rencontré des pannes d'ascenseur, le sentiment d'être bloqué entre deux étages? Alors, pas encore, en tout cas, j'espère pas, très bientôt. Mais j'ai eu un blocage peut-être d'autocensure, de doute. C'est surtout ça qui a été parfois bloquant, c'est-à-dire te dire on est au 2e étage, c'est très bien, pas besoin d'aller au 3e. Donc je pense que c'est d'abord moi, en tant que, je veux pas dire première ennemie, puisque j'étais quand même aussi ma première amie dans cette affaire, mais c'est d'écouter peut-être des discours ambiants d'autres personnes qui ont pu peut-être me mettre des idées dans la tête et de renforcer cette autocensure. J'aimerais qu'on revienne à votre arrivée à Sciences Po Lille. Est-ce que c'est à ce moment-là que justement vous vous rendez compte que vous avez encore du chemin à parcourir en fait? Alors énormément, parce que Sciences Po Lille, ça a été une double claque positive, puisqu'en fait je suis arrivée dans un monde auquel je n'aspirais pas quelques années auparavant, mais aussi très dur, parce que pour moi, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire collège-lycée, j'étais une intello, et le monde se divisait entre les intellos et les populaires. Donc je faisais partie d'un monde, les intellos, où on pouvait continuer, on pouvait faire de grandes études. Donc j'arrive dans une grande école, et je me dis, c'est bon, je suis dans mon monde, je suis dans le monde des intellos, il y aura que des intellos, c'est parfait. Et donc, vous n'aurez plus besoin d'être populaire puisque vous serez que des intellos. Exactement. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai découvert, je pense que ça a été ma conscientisation de classe. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un monde que je pensais être le mien, qui s'est avéré être le monde, mais totalement opposé, en réalité, à ce qui était mon monde, c'est-à-dire petite jeune du Pas-de-Calais, sans bagage culturel et intellectuel similaire à des Parisiens qui débarquent à Sciences Po Lille. Et je pense que c'est vraiment ma première conscientisation de cet ascenseur. Parce qu'avant, il suffit juste de bien travailler à l'école. Et là, c'est plus suffisant. Il faut être quelqu'un, il faut paraître. Et je pense que la grande école, c'est ça, l'apprentissage premier quand on a 17 ans. C'est-à-dire quand on connaît rien, parce qu'à 17 ans, on découvre la vie. Et ça a été violent. Ça a été violent, cette conscientisation de classe, ce regard des autres. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des événements marquants qui vous ont fait prendre conscience de ça? Alors, il n'y a pas eu d'événements marquants en tant que tel, mais c'est plein de petites choses. Et je pense qu'une anecdote qui pourrait être un peu parlante, c'est... alors déjà, je débarque avec un accent ch'ti, même si je ne pensais pas l'avoir aussi fortement. Je pense que ça s'entend pas là tout de suite, mais il y a certaines formulations qui font que on peut pas renier sa terre natale. Et j'avais beaucoup d'erreurs de langage, de fautes de français, parce que je venais d'un bagage qui était le mien, mais qui n'était pas forcément une langue très très aboutie. Et je me souviens des ricaneries de certains camarades de promo, puisque je ne savais pas utiliser ce qu'on appelle le don, c'est-à-dire la personne que j'ai rencontrée ou
dont je parle. Voilà, dont je parle. Et le dont, je ne l'utilisais jamais. J'utilisais tout le temps le que. Donc ça va faire mal aux oreilles aux personnes qui nous écoutent. Mais je ne savais pas utiliser autre chose que le que. Et je ne pensais pas que c'était une erreur de français. J'étais vraiment persuadée que je parlais normalement. Et le fait que, justement, quand je prenais la parole, que je faisais ces erreurs de français, qu'on me reprenait ou qu'on ricanait, ça a été tellement difficile à l'intérieur. Parce qu'en fait, ça vous fait prendre conscience que vous ne faites pas partie d'eux, vous ne faites pas partie de leur monde. Et que même si vous avez réussi un concours, même si vous êtes là, même si vous essayez d'être toujours une intello, c'est plus ça qui compte aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ça la violence que j'ai ressentie, en tout cas intérieurement, parce que j'en avais jamais parlé. Et du coup, merci de m'inviter à en parler, mais auparavant. Mais vous voulez dire que vous étiez isolée à Sciences Po Lille ? Pas isolée, parce que ça serait mentir, surtout que assez rapidement, je suis quelqu'un qui s'adapte énormément à son environnement. Et j'ai su comprendre quels étaient les codes pour survivre dans une grande école. C'est rentrer dans le corporatisme, s'intégrer dans les associations. Et j'ai eu assez rapidement conscience de ça. Et donc, du coup, j'étais présidente du bureau des élèves. Oui. Je me suis très, très impliquée dans la vie de l'école. Vous avez été loin dans l'adaptation. Mais ça a été ma manière à moi de leur ressembler en réalité. C'est-à-dire que pour prouver, c'est l'histoire de la vie, pour prouver qu'on fait partie d'un groupe, il faut se montrer encore plus royaliste que le roi. Et là, ici, c'était le cas, c'est-à-dire me dire, ok, sur le papier, sur la forme, je ne vous ressemble pas, et je vais essayer d'être partout. Donc, en fait, vous avez déjà un peu répondu à cette première question, mais peut-être que vous pouvez la compléter, compléter la réponse. C'est une question qui est, est-ce que dans cet ascenseur, vous avez connu des moments où ça secouait un peu, où vraiment, vous sentiez pas à l'aise, pas légitime, et où vous avez connu des épisodes d'ascenseur émotionnel. Mais là, j'aimerais qu'on parle de la vie professionnelle après Sciences Po. Je dirais que le deuxième ascenseur émotionnel pour moi, ça a été l'ENA, puisqu'on recommence, c'est-à-dire qu'on refait un concours, on retente, on essaye de viser haut, c'est-à-dire plus haut que nous, plus haut de ce qui était imaginable, puisque en réalité, Sciences Po, c'est un gros mot, mais alors l'ENA, c'était un deuxième gros mot. Et je pense que j'ai eu un ascenseur émotionnel déjà parce que j'avais des mains tendues qui me disaient tente ce concours, d'autres mains qui me disaient mais tu viens de province, n'imagine même pas tenter ce genre de concours. Des professeurs, c'était pas des personnes qui me croisaient dans la rue ou qui auraient pu être des concurrents à qui ça arrangeait d'être moins nombreux à passer le concours. Non, c'était des professeurs qui me disaient... Des professeurs de Sciences Po ? Oui, qui me disaient vous venez de province, c'est beaucoup trop compliqué, ne tentez pas des grands concours comme ça, très peu y arrivent. Alors que statistiquement, c'est vrai. Mais dire ça à une élève, ça rentre dans la tête et après ça ne sort plus. Et on se dit que, alors déjà, la quête en légitimité qu'on a à l'intérieur, qui, en termes d'autocensure, on était déjà à un niveau très très élevé. Si en plus vous avez des personnes de confiance, puisqu'en fait les professeurs, notamment quand on est intello, c'est des figures qu'on respecte, qu'on admire. Alors, leur parole est d'or, donc chaque phrase prononcée, vous l'intégrez, vous le mettez à l'intérieur et c'est la vérité pure. Et donc du coup, j'étais un peu contrebalancée entre mon envie, les discours que je pouvais avoir autour de moi qui étaient parfois positifs, parfois très négatifs. Et donc, du coup, on se cache. C'est-à-dire que moi, quand je me suis dit, je tente l'ENA, je l'ai dit à 5 personnes, pas plus. Mais, alors, on va revenir là-dessus, mais je veux qu'on revienne un tout petit peu en arrière, parce que comment vous avez l'idée, déjà, de faire l'ENA ? Alors, sans doute que quand on est à Sciences Po, c'est une question qui se pose un peu automatiquement, mais vous venez de me dire... en venant de là où je viens, quand les professeurs disent quelque chose, c'est la vérité. Et donc, quand vous avez des professeurs qui vous dissuadent, comment vous arrivez à dépasser ce discours que vous aviez totalement intégré ? C'est une autre rencontre. Alors, c'est quoi cette rencontre ? Alors, c'est, entre guillemets, le premier énarque que j'ai vu. C'est-à-dire que pour moi, un énarque, encore une fois, c'est un président de la République qui porte des costumes et des cravates et qui parle un langage que je ne comprends pas. Je fais un stage à la direction du numérique, donc au niveau interministériel, et donc sur tout ce qui était numérique de l'État, je rentrerai pas dans les détails. Et ma maître de stage me dit telle personne arrive dans le bureau, il est super, tu vas voir, et en plus il est énarque. Alors moi, qui ai fait Sciences Po, me dit mais énarque, c'est incroyable, c'est une personne extraordinaire. Je me suis dit mais en fait c'est un ovni qui va rentrer dans la pièce. Et la personne qui arrive, elle est en polo et en short et ultra sympathique. Je me dis mais c'est pas possible. En short ? Oui, on était en plein été. Et puis en soi, pourquoi pas.
Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est une personne normale. C'est une personne comme vous et moi, c'est une personne qui est humaine. C'est un homme ? C'est un homme. C'est un homme qui, assez rapidement, m'a fait confiance, m'a accompagné. Il n'était pas tellement plus âgé que vous ? Non, pas plus âgé que nous. Pas une quinzaine d'années maximum. Mais Oui, c'est ça. C'était pas un vieux barbon. Exactement, c'est exactement. Donc, beaucoup d'images erronées sur l'énarque qui disparaissent d'un coup. Et surtout... j'ai travaillé avec cette personne, j'ai même travaillé pour lui, puisqu'en fait, j'ai continué mon stage auprès de lui après à la Cour des comptes. Et ça a démystifié, et surtout, c'était une personne qui m'a tout de suite épaulée et accompagnée. C'est-à-dire que quand j'ai eu mes premiers concours de la fonction publique, parce qu'avant de passer l'ENA, j'avais passé des concours d'un niveau un tout petit peu inférieur, mais qui sont tout à fait respectables et qui, pour moi, étaient la voie royale pour entrer dans la fonction publique. Il m'a tout de suite dit, tu peux taper au-dessus, vas-y vraiment, tente-le, t'as les épaules pour le faire. Et le fait qu'une personne que vous admirez depuis plusieurs années, puisque je le connaissais depuis plusieurs années, qui vous a fait confiance, qui vous a pris comme stagiaire ensuite, puis après j'ai été chargée de mission auprès de lui, qui pour vous représente une personne d'un intellect et surtout d'un dynamisme extraordinaire, vous dise « j'ai confiance en toi, tu peux avoir le concours que tu estimes le plus dur sur ton parcours », je me suis dit, mais ça, c'est la potion magique pour réussir les concours ensuite. Donc, c'est cette rencontre-là aussi, cette deuxième rencontre marquante qui m'a aidée. Donc, lui, il a joué un rôle de mentor un peu. Bien sûr. Et alors, du coup, vous avez passé le concours. Vous l'avez eu tout de suite ? Dès la première fois ? Alors oui. Même si je dis toujours que c'est un coup de chance, je minimise en disant que voilà, le hasard fait bien les choses. Et je pense que je le pense sincèrement aujourd'hui de dire qu'il y a eu beaucoup de chance, et c'est un concours, donc forcément. Mais oui, je l'ai eu du premier coup. La magie a opéré. Et alors, comment vous avez géré ? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez quand même un sentiment d'illégitimité et tout ça. Et donc, vous dites que vous l'avez dit à 5 personnes seulement, que vous passiez le concours. Alors, il y a mes camarades en pré-péna avec moi qui le savaient, bien forcément, puisque j'étais avec eux, mais j'avais peur de vraiment pas l'avoir, parce que pour moi, je ne l'aurais pas. C'était inconcevable de pouvoir l'avoir. Donc, une fois que je l'ai, il y a une euphorie, c'est-à-dire d'annoncer à mes proches, d'annoncer aux gens à qui j'avais pas dit que j'avais dit que je passais les concours administratifs, mais suffisamment vague, puis surtout pour ceux qui connaissent pas ce milieu-là, et ce qui en soit est normal, ça veut tout et rien dire. Ça a été une vague, puisque les gens ont une image aussi, erronée ou pas, de l'énarque. C'est-à-dire que l'énarque, c'est quelqu'un qui sait tout, qui a réponse à tout, qui forcément va résoudre le conflit israélo-palestinien sur un coin de table quand vous discutez avec lui. Et donc, du coup, j'ai passé du statut la petite intello à celle qui a un avis sur tout. Et ça a été aussi vertigineux pour moi. Parce que je passe de la petite Auverquoise du Pas-de-Calais à celle qui forcément a un dîner, a un avis et une opinion pertinente sur tous les sujets de société. Et ça a été un bond aussi dans le regard des autres. Et donc, l'arrivée à l'ENA, est-ce qu'une fois que vous arrivez à l'ENA, finalement, vous êtes moins choqué que quand vous êtes arrivé à Sciences Po Lille ? Alors, j'aimerais bien dire oui, mais c'était tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que quand j'avais pour projet de passer l'ENA et quand j'ai eu l'ENA, je me suis dit, c'est bon, mon syndrome de l'imposteur, ça y est, c'est fini. Il y a plus de problème, il y a plus d'imposteurs, il y a plus d'autocensure, on est énarque, on fait partie d'une caste, ça y est. Et j'arrive à l'ENA et je me rends compte que c'est encore plus violent que mon arrivée à Sciences Po Lille. C'est-à-dire que ce sentiment d'être face à un monde qui, pourtant, est le vôtre, puisque vous avez passé le concours, vous avez réussi le concours, et en fait n'est toujours pas le vôtre. Et toujours le monde d'une caste élitiste. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est le cas pour les visibles. C'est-à-dire qu'ils sont peu nombreux, mais vous les voyez. C'est-à-dire des personnes qui ont eu des parcours extraordinaires, Sciences Po Paris, HEC, fils d'ambassadeurs ou de très grands avocats de la place parisienne. Et vous vous dites, ah là là, il y a encore du chemin. Je suis pas comme eux. Et je ne serai jamais comme eux. Et donc, du coup, il y a un aspect un peu de lassitude, de dire, mais j'ai encore gravi un sommet et c'est pas suffisant. Et le regard est encore plus dur, puisqu'en fait, une structure comme l'ENA est encore trop peu diversifiée. Quand je compare à Sciences Po Lille, il y a quand même plus de diversité à Sciences Po Lille qu'à l'ENA. Et vous vous retrouvez encore à devoir défendre un peu votre territoire. Alors qu'en fait, dans les textes, quand on regarde les gens qui ont eu l'ENA, il
Il y en a plein des comme moi. Mais c'est dur à défendre comme Est-ce territoire. que vous avez rencontré des gens qui ont essayé de vous bloquer l'ascenseur? Je dirais pas de me bloquer, mais de minimiser le parcours effectué. C'est-à-dire d'avoir ce petit regard de quota provincial. Donc si elle est là, c'est parce qu'il faut des quotas. Alors que c'est faux, il n'y a pas de quotas, mais qu'il y a un regard un peu de bon, si elle est là, c'est bien, ça fait un peu de diversité. Ah, t'as pas fait Sciences Po Lille, tu as fait un IEP de province. Généralement, c'est la phrase qu'on me disait en me disant mais non, t'as pas fait Sciences Po, t'as fait un IEP de province. Alors que bon, en tous les cas, la scolarité est très bien et il n'y a pas besoin de rabaisser les autres comme cela. Et je me souviens avec une amie qui est d'ailleurs au ministère avec moi. On a eu l'ENA toutes les deux aussi un parcours plutôt similaire, c'est-à-dire provincial. Je vais dire c'est la majorité des Français, où on nous a dit lors d'une soirée mi-ironique, mi-réaliste, qu'on serait toujours des middle class girls et pas des upper class girls. Donc moi à l'époque je me dis oh là là, mon anglais me fait défaut, peut-être que c'est pas du tout ça qu'il a voulu dire. Et en fait si. Et c'est des phrases ironiques, une bière à la main, mais ça vous fait un effet à l'intérieur de vous qui juste remet, qui réouvre une plaie qui est la vôtre, qui est de dire mais je ne suis pas légitime là où je suis. Enfin, c'est plus de l'arrogance, c'est de la violence verbale, parce qu'en fait on s'en rend pas compte, mais ces petites phrases, donc vous avez des petites phrases qui vous aident, mais vous avez des petites phrases qui vous achèvent encore une fois. C'est rien quand on en parle comme ça, mais pour une personne, en avoir plusieurs et avoir ce complexe de légitimité, ça joue dans le mauvais sens. Alors c'est une bonne transition avec ma prochaine question qui est quand on monte dans l'ascenseur social, est-ce qu'il n'y a pas des moments et qu'on s'éloigne donc de son rez-de-chaussée et vous, Dieu sait si vous vous êtes éloigné de ce rez-de-chaussée puisque voilà vous avez réussi l'ENA qui est le top du top on va dire en termes en tout cas de concours, de difficultés, etc. Est-ce qu'on se sent toujours bien ou est-ce que ça secoue beaucoup en gros, est-ce que vous avez connu de l'ascenseur émotionnel lié au fait que vous avez quitté votre milieu d'origine et que vous êtes désormais dans un milieu socio-professionnel aux antipodes de votre milieu d'origine? Alors oui, ça marque et surtout ça fragilise un peu le socle qu'on a, c'est-à-dire qu'on a l'impression de plus être légitime dans notre vie passée. Alors quand je dis vie passée, j'ai 29 ans, donc elle était courte, mais c'est-à-dire de là où je viens, de plus être légitime parmi les miens, et de toujours pas être légitime parmi ceux avec qui je travaille aujourd'hui et dans le milieu dans lequel je suis. C'est-à-dire que j'ai vraiment une jambe sur chacune des chaises, et j'essaye un peu de trouver mon nouvel équilibre. Et ça, c'est difficile. C'est violent aussi de manière intime. C'est-à-dire que vous vous posez des questions sur qui vous êtes, forcément, surtout quand vous êtes jeune, entre 20 et 30 ans, vous avez des questions existentielles sur qui suis-je, où vais-je. Et ça a été vraiment dur pour moi de réaliser que ce que je faisais n'était pas forcément compréhensible pour les miens, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'arrivais dans une nouvelle vie, je deviens parisienne, je fais des choses de parisienne, c'est-à-dire je suis propriétaire d'un appartement, je vais en vacances sur un coup de pouce. Enfin, j'ai des moyens. C'est-à-dire que je deviens quelqu'un qui a des moyens, qui vit dans une grande ville, une capitale du monde. Alors que là où j'ai grandi, c'est pas du tout la même chose. Et donc même si j'ai beaucoup d'amour, je sens que je suis plus du même monde. Et ça, c'est très dur parce que il y a des personnes qui ne vous disent rien, mais qui vous font sentir que vous mettez un gap entre eux et vous-même aujourd'hui. Et ça, c'est involontaire, mais c'est très dur et c'est très violent. Il faut aussi apprendre à accepter ça. Je pense que c'est ça qui est dur, c'est d'accepter qu'on a fait du chemin. Alors, on a la fierté, professionnelle notamment, mais le chemin, il est aussi familial, personnel. Mais concrètement, vos parents, vos frères et sœurs, ils doivent être très fiers de vous. Alors, ils sont très fiers et plein d'amour et ça, il y a pas de sujet, mais on a eu des moments de secousse, on va dire, de l'ascenseur, justement, d'incompréhension. On parle parfois plus même le même langage, et puis moi, j'ai pu être aussi très maladroite parce que j'ai pas vu que j'avais quitté mon monde initial. J'ai pas vu que j'avais pris l'ascenseur dans ce sens-là. Et donc, j'ai été parfois maladroite en parlant de mon nouveau rythme de vie, en ne faisant pas attention. Et
ça a fait des vraies secousses. Ça a été des vraies secousses très dures avec mon frère et ma sœur notamment. Et donc, mais on apprend à grandir aussi sur ça. Et comment vous avez géré ça? En fait, concrètement, c'était pas forcément des paroles qui vous étaient destinées de la part de votre frère, de votre sœur, de vos parents, mais vous avez senti que peut-être dans leur regard, c'est ça? Dans leur regard et surtout sur mon regard sur moi-même. Je pense que c'est ça qui était plus difficile, c'est-à-dire de se retrouver en phase avec soi-même, de savoir ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire et les valeurs qu'on a. Et je pense de ma manière de réussir à travailler ça, c'est aller chez le psy, en réalité. Vous êtes allé chez le psy pour ça. Et j'y suis toujours. Et ça m'aide à réconcilier mes deux mondes et à me dire que je ne dois pas appartenir ni à l'un ni à l'autre, je ne dois pas faire de choix. Je dois juste savoir à quelle dose l'un et l'autre arrivent à cohabiter ensemble. Et ça, c'est dur parce qu'il faut l'accepter, il faut se pardonner aussi, parce qu'on est un traître. On est un traître à son milieu, même si il y a la fierté, même si tout le monde a envie de nous pousser, il y a quand même un sentiment de traîtrise, d'avoir laissé un peu les autres derrière, d'avoir changé totalement de vie, d'avoir une vie qui n'était pas écrite sur le papier. Et ça, on s'en aperçoit pas tout de suite, mais à l'intérieur, ça gratte un peu. Et parfois, ça prend beaucoup plus d'espace qu'on ne le veut. Donc, il faut le gérer et j'y travaille. Vous avez pris l'ascenseur social, mais on sait que pour beaucoup d'autres, ça marche pas en fait. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer à l'échelle d'un pays comme la France pour qu'un parcours comme le vôtre devienne banal ? Alors, ce serait l'objectif idéal, parce que je pense qu'il faut que l'ascenseur marche pour tout le monde. Ce qu'il faut changer, c'est les moyens pour l'éducation nationale. C'est comment on fait de ce rêve méritocratique républicain une réalité, pas pour quelques happy few par-ci par-là qui passent sur un podcast, et c'est super, mais j'aimerais dire que ce podcast n'est pas lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre en avant certaines personnes qui ont réussi. Moi, mon rêve, c'est que chaque étudiant, qu'il soit provincial, qui vienne de banlieue, peu importe en fait en réalité son bagage culturel, intellectuel, puisse atteindre son rêve. Peu importe s'il est haut, pas haut en termes de profession ou d'éducation, il y a pas de petite réussite scolaire et pas de petite réussite professionnelle. Mais ça manque de moyens. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner l'information aux jeunes, aux plus jeunes, aux très jeunes, assez tôt, pour leur dire qu'il y a un monde des possibles, pour montrer des visages, pour montrer des réalités, et des réalités qui leur parlent, c'est-à-dire moi, qui dois parler aux gens du Pas-de-Calais, aux gens des Hauts-de-France, en leur montrant un visage qui peut leur être familier, puisqu'en fait, je vais parler d'un petit village qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà entendu dans La Voix du Nord ou des journaux de proximité. Et je pense que ça, c'est vraiment clé. Mais pour ça, il faut des moyens, parce qu'en fait, l'égalité des chances, c'est pas juste lire ces classiques à 15 ans et se dire c'est bon, je rattrape mon bagage culturel. C'est avoir les moyens de le faire. Et les moyens, c'est l'information et aussi l'argent, puisque pour avoir accès à la culture, accès à l'information, il faut des coups de pouce. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir l'amour et les moyens de mes parents, mais sans ça, c'est difficile. Donc, il y a encore des gens qui sont très, très, très loin de tout ce qui est possible par l'éducation nationale aujourd'hui. Et sur ces histoires de code dont vous avez parlé, que vous ne maîtrisiez pas, cette histoire d'entre-soi que vous avez croisée dans ces formations élitistes, qu'est-ce qui pourrait être fait pour rendre ça moins délétère ? Alors, c'est rigolo, c'est que dans les formations, notamment à l'ENA, j'ai eu des formations à l'étiquette. Donc, c'est-à-dire que j'ai appris à paraître, c'est-à-dire à paraître du monde auquel je me suis dit, mais je ne connais rien, je ne sais pas exactement quand il y a 3 fourchettes sur la table laquelle je dois prendre. J'ai eu des cours de protocole, des cours d'étiquette, c'est-à-dire qu'on vous apprend à utiliser la bonne fourchette, à parler au bon moment, à savoir quand mettre la première bouchée dans votre bouche quand vous êtes face à un ambassadeur ou un préfet. Et ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé à découvrir un monde, à découvrir les codes. Mais je pense qu'il y a d'abord éviter d'avoir trop de codes, pas besoin. C'est ça. Ces dorures, etc. Vous n'avez pas trouvé ça un peu humiliant quand même ? Alors si, intérieurement. Mais tout le monde était sujet au cours, donc moi, en tant que bonne élève, encore une fois, j'ai écouté le cours avec passion.
Mais c'est plus en fait quelque chose de protocolaire lié au fait Exactement. qu'il y a des rencontres entre chefs d'État, C'est ça, enfin entre c'est diplomates et tout ça. C'est peut-être plus ça en fait. Et donc ça aide à se dire, mais en fait c'est un attendu diplomatique, c'est un attendu de relations internationales ou avec des grandes personnes. Donc ça m'a pas gênée, mais ça m'a montré que ces codes-là, moi je les avais pas, et certaines personnes les avaient déjà. C'est-à-dire que savoir avec quelle fourchette vous devez manger, si vous avez déjà eu l'occasion de manger avec plusieurs fourchettes autour de votre assiette, c'est beaucoup plus facile. Donc je pense que il y a vraiment un effort aussi sur les codes qui n'ont pas besoin d'être là et les codes qui sont là pour rappeler aux autres plutôt qu'ils ne font pas partie. C'est ça, parce que il y a les codes dont vous venez de parler qui sont donc, on vient d'en parler, les codes plutôt protocolaires liés au protocole, quoi, liés à ses fonctions, voilà. Mais enfin, il y a aussi les codes dont vous parlez qui sont beaucoup plus informels et qui sont très excluants, que vous avez pu connaître par exemple à Sciences Po Lille. Donc ça, comment on pourrait faire pour rendre les choses moins clanique entre soi, etc. Quelle serait votre idée à vous? Moi, mon idée à moi, ça serait vraiment de casser ces codes-là et d'avoir plus de liens entre les uns et les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clans qui se forment par ressemblance. Enfin, je vais pas faire de cours de sociologie, mais voilà, on se met avec son semblable quand on est dans un univers. Et je pense qu'il faudrait casser cet attrait pour les semblables, pour la similarité, et d'avoir plus d'invitation à se mélanger, pas juste se mélanger pour être binôme dans une classe et faire un exposé ensemble, mais vraiment essayer de vraiment brasser les populations, avoir plus de diversité, plus de fonctions publiques qui ressemblent, par exemple, aux Français qu'elle administre. Donc avoir plus de personnes qui viennent de province, plus de personnes issues de la diversité, plus de femmes également. Et pour ça, il faut aller les chercher. Il faut aller leur parler, il faut leur montrer que ça existe, que je parle de la fonction publique parce que c'est ce que je connais, donc les concours existent, donc il y a des associations qui existent comme l'Accordé, etc., dans lesquelles je faisais partie. Donc aller vers, je pense que ça c'est important, et essayer vraiment de tendre la main à ces personnes-là, puisque tendre la main à des gens qui ont déjà des mains tendues, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire changer les choses. Donc je pense qu'il faut vraiment faire un effort d'ouverture mutuelle, que ce soit les structures, que ce soit l'éducation nationale et que ce soit aussi les gens qui ont réussi. Alors, si demain un jeune vous demande conseil pour prendre l'ascenseur social, qu'est-ce que vous lui dites? Je pense qu'il faut principalement aller chercher l'information, avoir du culot, c'est-à-dire demander aux gens, demander ce qu'il faut faire pour être là où ils sont. Si on a quelqu'un qui nous inspire, ne pas hésiter. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez envoyer un message LinkedIn à des gens qui vous inspirent. Vraiment, essayez de trouver l'information. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple, puisque pour savoir où trouver l'information, il faut savoir ce qu'on cherche parfois. Mais il faut pas hésiter, même si on n'a pas de rêve précis, de plan de carrière précis, juste de toquer aux portes. Peut-être que ça servira à rien, peut-être que ça servira à quelque chose. En tous les cas, chacune des discussions de mon parcours m'ont aidée. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller poser des questions. Alors, très souvent, moi, je remarque dans ce podcast que les gens qui témoignent ont à cœur de renvoyer l'ascenseur aux plus jeunes qui sont derrière eux. Est-ce que c'est votre cas et comment vous vous y prenez? Alors oui, c'est mon cas, parce que j'ai dans ma quête de légitimité, j'ai l'impression d'avoir un devoir. C'est celui de justement d'aller vers et de faire passer le message et de montrer oui, c'est possible, regardez-moi, donc venez avec moi, venez dans l'ascenseur, il y a encore beaucoup de place, il faut prendre cette place-là. J'ai fait beaucoup d'associatifs, à la fois quand je suis rentrée à Sciences Po Lille, je suis rentrée à Sciences Po Lille, je l'ai pas indiqué, mais avec un programme boursier. Et donc j'ai continué, après avoir bénéficié et avoir eu le concours grâce à ce programme boursier, à devenir tutrice. Donc c'est-à-dire d'accompagner les jeunes qui, justement comme moi, quelques années auparavant, passer les concours, donc avec toute leur autocensure et les doutes qu'ils avaient. Donc ça, j'ai fait ça à Sciences Po Lille. Et ensuite, je participais à des associations, une association qui aide les jeunes de banlieue qui s'appelle C'est Possible, une autre qui s'appelle l'Accordé pour la fonction publique, et surtout, je suis attachée à une autre autocensure, c'est celle des femmes. Et j'ai présidé 2 associations, une première qui s'appelle ENA 50-50, qui aidait à féminiser l'ENA, justement, qui a encore quelques marges de manœuvre pour avoir plus de femmes. Et aujourd'hui, Femmes de Bercy, qui est une association aussi pour avoir plus d'agents féminins, notamment dans le haut de la pyramide, où il y a encore aussi pas mal de boulot devant nous. Alors Marine, merci beaucoup pour ce voyage, mais avant de vous laisser, je voudrais que vous me disiez
Quel est le prochain étage pour vous? Alors, l'étage souhaité est celui d'être là où on est le plus utile. Et le prochain étage pour moi, c'est celui d'aller à Washington, dans quelques semaines exactement, et de travailler au sein de la Banque mondiale et de représenter la France là-bas. Donc c'est un étage pour moi qui fait 4 mètres, 5 mètres, il est très très haut et il me rend très fière de continuer l'aventure. Merci beaucoup Marine pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'ascenseur.